Bonjour, vous écoutez ce podcast proposé par Prospective Industrie. La dynamique Prospective Industrie est née de l'idée qu'une entreprise seule ne peut pas analyser tous les signaux faibles de son environnement. Collectés, analysés et synthétisés, ces signaux sont proposés aux industriels qui participent aux rencontres Prospective Industrie. Retrouvez, au travers de cette série de podcasts, les signaux partagés et discutés lors de ces dernières rencontres. Bonne écoute! Autre gros sujet, la réduction de l'empreinte des entreprises sur leur environnement, avec la décarbonation qui est aujourd'hui un sujet majeur pour les entreprises. Ce que nous allons regarder, c'est quelles incidences tout cela va avoir demain sur les chaînes de valeur. Alors commençons d'abord par une vue d'ensemble. On observe en effet un mouvement général de décarbonation, poussé à la fois par des attentes très fortes au niveau sociétal, mais aussi du point de vue des réglementations européennes, où on peut observer qu'à partir de fin 2021, plusieurs directives de la Commission européenne vont apparaître sur la décarbonation, sur l'éco-conception, sur la taxonomie des produits, et vont contraindre les entreprises à communiquer sur leur empreinte carbone et les différents paramètres environnementaux de leurs produits, comme par exemple la part de contenu recyclé, la durée de vie du produit, etc. Ces attentes sociétales et aussi ces réglementations européennes vont avoir des incidences très fortes sur les chaînes de valeur et sur les territoires. On va regarder comment ça va se jouer dans les relations entre les donneurs d'ordre, les fournisseurs et les clients finaux. Alors tout d'abord, du côté des grands donneurs d'ordre, on voit qu'aujourd'hui, ils travaillent sur leur décarbonation avec des plans de décarbonation fixés à 2035 pour leurs usines et à 2050 pour l'ensemble de la chaîne de valeur, mais qui pourraient s'imposer beaucoup plus rapidement à leurs fournisseurs dans les années à venir. Cela génère beaucoup de pression des donneurs d'ordre et aussi à terme des clients finaux sur les fournisseurs qui prendront en compte deux critères, le prix et l'empreinte carbone des produits. Donc le mouvement de décarbonation pourrait donc rapidement s'imposer aux fournisseurs en Europe et à l'international. Or, selon la BPI et une étude qui vient de sortir, si 80% des dirigeants de PME-PMI sont convaincus que le changement climatique appelle une réaction immédiate, seuls 13% déclarent aujourd'hui être en capacité de réduire fortement leur empreinte carbone dans les 5 ans à venir. À cela s'ajoutera une pression de plus en plus forte des clients finaux sur les fabricants par l'information donnée sur l'empreinte carbone des produits finis. Et pour cela, nous vous invitons à regarder le site internet Carbon Fact ou aussi Decathlon qui aujourd'hui affiche l'empreinte carbone de ses produits sur les produits vendus en ligne. Pour l'instant, certes, tout cela reste plutôt dans le domaine des produits de grande consommation ou de la mode, mais cela pourrait très rapidement toucher l'électroménager, voire à terme l'industrie. Alors en réponse à cela, que doivent faire les fournisseurs pour contribuer aux dynamiques de décarbonation impulsées par leurs donneurs d'ordre ? Eh bien, ils vont devoir conduire leur propre démarche de décarbonation. Selon l'ADEME, pour les entreprises de la mécanique et de la métallurgie, les enjeux prioritaires de décarbonation concernent essentiellement l'efficacité énergétique et l'électrification. Nous vous invitons à regarder de plus près l'entreprise de fonderie Sepforge qui a été interrogée dans le cadre de notre collecte en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a modernisé sa ligne de traitement thermique en remplaçant ses fours haute température par des fours bénéficiant de brûleurs plus performants et en faisant passer à l'électrique ses fours basse température. La consommation de gaz sur sa ligne de traitement thermique a été réduite de 50%. Moins dépendante des énergies fossiles, l'entreprise peut valoriser sa décarbonation auprès de ses futurs clients et la modernisation de la ligne de traitement a permis d'améliorer au final la qualité des produits. Les fournisseurs vont donc devoir être en capacité de fournir les informations de type empreinte environnementale, dont le carbone, qui seront demandées par leurs donneurs d'ordre par voie contractuelle. Ce sera donc aussi un argumentaire commercial. La chaîne de valeur est donc appelée à se structurer, notamment autour de la transmission des informations, ce qui provoquera plus d'approches collaboratives et la nécessité demain d'instaurer des relations de confiance et de partage de toutes les informations. C'est donc dans l'intérêt des donneurs d'ordre d'aider leurs fournisseurs à monter en compétence dans leur politique de décarbonation. Et là aussi, un exemple, le cas du projet Zero Carbon Project, où Schneider Electric accompagne ses 1000 principaux fournisseurs pour les aider à réduire de 50% l'empreinte carbone de leurs activités d'ici à 2025. Schneider leur fournira des outils
et des ressources qui leur permettront de quantifier leurs émissions de CO2 ou encore de fixer et atteindre leurs propres objectifs de décarbonation. Alors poussé par la logique de développement durable, en particulier de décarbonation, on peut observer qu'il y a de plus en plus d'approches collaboratives également à l'échelle des territoires, de plus en plus de synergies interindustrielles qui apparaissent, notamment dans le lancement des projets. À titre d'exemple, vous invitons à aller voir le pôle Avenia, spécialisé dans l'industrie du sous-sol, pétrole, gaz, stockage géologique, mines et carrières, qui est à l'initiative d'un projet territorial sur la décarbonation qui doit être finalisé d'ici à 10 ans. C'est tout un circuit de décarbonation, de la capture au transport, à la réutilisation et au stockage de CO2, qui se met actuellement en place dans le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne. L'objectif est de capter du dioxyde du carbone en sortie d'usine, de le transporter dans des pipes et de le réinjecter dans des sticks de stockage géologique. Le dialogue s'établit également avec la population pour favoriser l'acceptabilité des projets et leur adaptation aux spécificités du territoire. Et puis par ailleurs, avec son club industriel bas carbone, Sequoia, le groupe Eiffage cherche aussi à fédérer start-up, PME, grands comptes, fournisseurs, établissements financiers, afin d'identifier et de valoriser les solutions bas carbone les plus innovantes. Sur cette dynamique de décarbonation, nous souhaitons vous présenter 2 innovations. En Charente, d'abord, où la start-up Midipil imagine un nouveau type de véhicule décarboné à mi-chemin entre le vélo électrique et une petite citadine. Il s'agit du projet Midipil Mobility, fabriqué avec des thermoplastiques et de la fibre de lin, alimentée par l'énergie solaire et la force des pieds. Elle dispose de roues 24 pouces, comme sur un vélo, 2 pédales, de 2 sièges et de panneaux photovoltaïques pour recharger ses batteries au parking. Le pédalier permettra d'envoyer l'électricité à des batteries qui alimenteront les moteurs via un système d'électrogénérateur. Alors Midipil a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et ses créateurs estiment le poids de Midipil Mobility à 100 kg et espèrent lui faire atteindre 45 km/h en moins de 3 secondes avec une autonomie d'au moins 170 km. L'entreprise vient d'obtenir une aide de 54 000 € de la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis l'autre exemple, il s'agit de l'innovation matériaux avec un acier décarboné issu du consortium suédois Hybrit qui rassemble Saab, un sidérurgiste, LKAB, une compagnie minière produisant du minerai de fer, et Vattenfall, le principal énergéticien scandinave. Donc ce consortium s'est donné pour mission de produire de l'acier sans recourir aux énergies fossiles. Il vise à décarboner l'acier en remplaçant le charbon par de l'hydrogène vert. L'entreprise a mis en place en effet une technologie qui élimine le coke, c'est-à-dire le charbon résultant de la carbonisation ou de la distillation de certaines houilles grasses, en réduisant directement le minerai de fer par de l'hydrogène décarboné. Donc ce projet va avoir parmi ses premiers clients Volvo, qui utilisera cet acier vert pour les prototypes de ses véhicules. Et l'idée étant de passer en production à échelle industrielle d'ici à 2026. Et puis nous avons beaucoup parlé de décarbonation, mais nous avons également capté dans la collecte des signaux un signal autour de la pollution sensorielle. À l'instar des trames vertes et bleues utilisées dans l'aménagement des territoires, des chercheurs aujourd'hui prônent la mise en place d'une trame sensorielle pour lutter contre la pollution de type bruit, odeur, lumière, qui perturbe les organismes vivants. Des sociologues aujourd'hui réalisent déjà des cartographies olfactives de certains quartiers. Demain, les usines installées en zone urbaine devront-elles prendre en compte les enjeux olfactifs de l'écosystème en installant décors végétales et odorantes et plus généralement tout type d'opérations ou d'actions en faveur de la protection de la biodiversité. Autour de la relation client-fournisseur, on note à travers les échanges que nous avons pu avoir avec les dirigeants industriels de plus en plus de pression et de coopération dans cette relation client-fournisseur. Mais dans ce jeu-là, on va retrouver les achats qui sont de plus en plus en interface dans les relations client-fournisseur et également en interface dans les relations internes et externes à l'entreprise. Alors on observe des tendances contraires qui se renforcent avec de plus en plus de pression entre certains clients et fournisseurs. D'une part, la pression qui aboutit à plus de réactivité avec certains donneurs d'ordre qui imposent à leurs petits sous-traitants industriels de signer de nouveaux types de contrats, en particulier dans l'automobile. Donc, ce sont des contrats qui définissent des nombres de volumes annuels d'unités et que l'entreprise devra adapter semaine par semaine, notamment liés en fait à des pénuries de matériaux ou d'approvisionnement.
Et puis également, une pression qui aboutit à plus d'évaluation, car les fournisseurs sont de plus en plus évalués et sélectionnés par les donneurs d'ordre qui cherchent à mesurer leur degré de fiabilité. Et puis en parallèle, à contrario, on a certaines relations clients-fournisseurs qui, elles, sont guidées par plus de coopération, avec des donneurs d'ordre dépendants de la valeur créée par leurs fournisseurs, donc ils multiplient les soutiens. C'est le cas notamment de Nestlé qui délègue des experts financiers au chevet des fournisseurs en difficulté pour les aider à trouver des solutions de trésorerie. Donc on observe également un phénomène accru de concentration d'entreprises en France dans tous les secteurs, que ce soit des secteurs des transports, des medtech, des nouveaux matériaux, de l'éco-industrie, de la construction, des fintech et des agroalimentaires. Donc beaucoup plus de concentration d'entreprises pour gagner en solidité, pour favoriser l'innovation et puis également créer des synergies entre les entreprises des groupements avec de fortes dynamiques au niveau des investissements et des emplois. Donc ça pose la question de la position des industriels dans ce jeu-là. Et puis, comme je vous le disais précédemment, on voit que la fonction achat est réellement en train d'évoluer et qu'elle devient de plus en plus à l'interface entre les environnements internes et externes de l'entreprise. Et donc, cela appelle à transformer la posture et les pratiques de la fonction achat. Natacha Tréant, avec qui nous avons pu échanger, et qui est maître de conférences en management des achats à l'université Grenoble-Alpes et Grenoble École de Management, nous soulignait en fait qu'il y aura de moins en moins d'achats, puisque avec la logique de réduire, recycler, réutiliser, donc la logique des 3 R, cela va pousser en fait les industriels à faire moins d'achats et de se positionner par exemple sur des offres d'abonnement avec leurs fournisseurs. Donc il y a une économie d'usage qui va déjà révolutionner la fonction achat. Il y a également, en parallèle de réaliser moins d'achats, les acheteurs vont devoir développer des approches beaucoup plus systémiques et interdisciplinaires pour pouvoir dialoguer avec l'ensemble des collaborateurs en interne de l'entreprise, donc par exemple les services de développement durable, de RSE, de R&D, et puis également en externe avec les différents acteurs du territoire qui travaillent sur les projets collaboratifs. Alors pour ça, ils vont devoir développer une posture plus servicielle, c'est-à-dire beaucoup plus au service des acteurs partenaires en interne et en externe, et puis également manager les fournisseurs comme des ressources externes, car les fournisseurs ont de la valeur. Et puis ça pose aussi la question, et on en a profité pour poser la question à Hugues Poissonnier, que je citais précédemment, qui est autour des nouvelles formations. Est-ce qu'en tout cas, par rapport à cette évolution de fonction des acheteurs, est-ce que ça change aussi leur formation? Et effectivement, il y a de nouvelles compétences relationnelles qui sont intégrées dans la formation des acheteurs, notamment autour des soft skills, donc leur capacité à exprimer de façon constructive les besoins satisfaits ou non satisfaits, de faciliter les échanges avec tous les métiers de l'entreprise et de son environnement externe, et puis aussi pour leur apprendre à mieux désamorcer les conflits. Donc des compétences relationnelles autour des soft skills, mais également des compétences financières pour donner la capacité aux acheteurs d'avoir des moyens de mieux vendre leurs idées en interne, vu qu'ils sont d'autant plus à l'interface. Sur le champ des innovations, la collecte des signaux nous a permis d'identifier un certain nombre de sujets sur les nouvelles mobilités d'une part et sur les nouveaux matériaux d'autre part. Du côté des nouvelles mobilités, on voit que les acteurs de l'électronique bouleversent de plus en plus le marché de l'automobile en vendant des plateformes roulantes sur étagères. Preuve en est, Foxconn, géant de l'électronique taïwanais, se diversifie sur le marché du véhicule électrique ou de la voiture électrique et va vendre en marque blanche les véhicules. Son intention, banaliser la voiture électrique en ouvrant le marché à tout le monde. Il propose ainsi des bases roulantes avec un châssis, des batteries, un moteur et des roues, auxquels seront ajoutés des habitacles personnalisables, comme par exemple l'ajout de logos. Pour ce faire, il a développé une plateforme mutualisée de composants et d'équipements standards où le client vient piocher pour construire le véhicule électrique de ses rêves, en fonction de ses objectifs marketing, comme par exemple le design, les fonctionnalités, le prix. La plateforme compte près de 2100 partenaires fournissant tous les éléments nécessaires, des puces à la carrosserie, en passant par le moteur électrique, la batterie ou encore les logiciels. Demain, La Poste, Vuitton pourront faire leurs propres véhicules selon Gabriel Plaça, en charge de la fabrique des mobilités. Aujourd'hui, on conçoit le véhicule en fonction du design souhaité, alors que demain, on pourra concevoir des objets roulants qui répondront aux besoins des utilisateurs. C'est ce que nous dit un professionnel de la mobilité. On peut donc s'interroger, on ne tend pas vers une transformation de l'écosystème industriel. Ce phénomène pourra renforcer l'émergence de gigafactories et de micro-usines pour créer l'habitacle du véhicule au plus près du client.
Ces micro-usines, c'est ce que nous dit un industriel, pourraient également être spécialisées dans la réparation et la modification des véhicules à l'infini, faisant émerger des métiers nouveaux autour de la réparation, la remise en état, la reconfiguration de tous les objets roulants. C'est ce que nous dit Gabriel Plassa, en charge de la fabrique des mobilités. Et toujours concernant les nouvelles mobilités, on voit également apparaître des projets autour des trottoirs connectés, demain comme nouveau mode de régulation de l'usage automobile. Sidewalk Labs, le laboratoire de Google, travaille en effet sur la numérisation des trottoirs afin qu'ils deviennent paramétrables. Possibilité ou non de se garer sur les trottoirs, personnalisation des horaires de livraison, régulation de la vitesse dans la rue selon ses horaires de fréquentation, comme par exemple les sorties d'école. Les trottoirs seront connectés au système logistique des chauffeurs de taxi, de livraison, de VTC. Le procédé pourra s'appliquer à l'ensemble des objets roulants connectés. Et puis, autre exemple, du côté du nautisme, on voit aussi apparaître des projets émergents pour développer le blablacar du bateau. C'est le cas de la coopérative Sailcoop, qui souhaite ainsi développer un réseau de transport en voilier vers la France et le reste du monde. Parmi les projets, proposer la traversée vers la Corse, non plus en ferry, mais avec des voiliers de particuliers partagés. Pour les plus longues traversées, Sailcoop ambitionne de lancer des voyages en flottille, soit 15 à 50 bateaux naviguant ensemble, la première transat étant prévue pour le printemps 2022. Et puis, nous pouvons également observer des innovations autour des matériaux. C'est le cas d'un matériau minéral qui change de forme, la start-up GAT, qui a créé un matériau minéral, Argistone, qui peut prendre différentes formes selon les applications envisagées. Cette technologie brevetée s'inscrit dans une démarche durable et responsable qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en valorisant des argiles et des granulats de carrière. Autre exemple, des objets sensibles aux interactions physiques. C'est le cas de la technologie SandCity Tech, développée par Touch SandCity, qui rend les objets sensibles aux interactions physiques mécaniques. Les données sont récupérées en temps réel via un système embarqué connecté en périphérie du matériau. Et puis enfin, une autre innovation, le bois transformé en surface translucide et tactile. C'est le cas de l'entreprise Vaudou, qui remplace les matériaux comme le plastique, le béton ou l'aluminium par un bois retravaillé et renforcé. L'entreprise transforme du bois massif en matière translucide, rigide et résistante au feu. Ce processus qui est breveté permet de revaloriser les bois de faible constitution peu utilisés en tant que matériaux.